À mes spectateurs canadiens, félicitations, vous avez gagné. En 2026, pendant que les États-Unis se battent encore avec leurs tarifs et leur guerre commerciale, vous pouvez entrer dans une concession et acheter ça. Le Voya Taichung 9 litres. La voiture qui fait passer le Cadillac Escalade pour un dinosaure. J'ai traversé la planète juste pour vérifier si le buzz est réel. Et je vais être honnête, ça me fait peur. Parce que si l'industrie auto-chinoise est déjà capable de sortir un truc comme ça aujourd'hui, les constructeurs américains ont 5 minutes pour se réveiller, avant de se faire littéralement écraser. Accrochez-vous, celui-là va faire mal. Il faut que vous compreniez l'ampleur de ce qui se passe. Ce n'est pas encore une voiture chinoise. Cette chose a une batterie de 65 kWh. 65. Un hybride rechargeable classique aux États-Unis, c'est quoi? 15 ou 20 miles d'autonomie électrique si tu as de la chance et si le vent souffle dans le bon sens. Là, on parle de plus de 230 miles, 370 km, en 100% électrique. C'est plus qu'une Nissan Leaf de base. Et le plus insultant, c'est que ce n'est même pas le mode principal. C'est le mode secours avant même que le moteur thermique se réveille. Et quand tu combines les deux, le total devient presque indécent. Près de 900 miles d'autonomie sans t'arrêter. Tu pourrais faire New York à Chicago, te perdre, revenir à moitié en arrière et tu n'aurais toujours pas besoin de t'arrêter à la pompe. C'est presque offensant tellement c'est efficace. Regardez la face avant, parce que j'ai l'impression qu'elle me fixe droit dans l'âme. L'avant est gigantesque, il y a cette calandre en cascade, comme si elle avait été sculptée dans un seul bloc de chrome et de mépris. Ce n'est pas un SUV qui essaie d'être sportif, c'est un Rolls-Royce Cullinan qui serait allé à la Silicon Valley décrocher un diplôme d'informatique. Et les phares? Ce ne sont pas juste des phares, ce sont des projecteurs haute définition. Ils peuvent littéralement projeter un passage piéton sur la route. Imaginez, vous arrivez à un passage clouté et votre voiture dessine les bandes sur l'asphalte pour dire aux gens « Traversez, je vous en prie, je patiente ». C'est le plus gros flex que j'ai vu en éclairage automobile. Et ne me lancez même pas sur les capteurs. Vous voyez ces petites bosses sur le toit? Ce n'est pas du design, c'est une tour lidar. Et ce n'est pas un lidar pour la déco. Cette voiture en a 4. 4. Pendant que la plupart des voitures américaines se battent déjà pour faire fonctionner correctement une caméra, celle-là scanne le monde en 3D comme si elle cartographiait la matrice. Elle tourne avec le système Huawei ADS 4.0, probablement l'une des technos de conduite autonome les plus agressives du moment. Elle voit des choses avant toi. Elle sait peut-être ce que j'ai mangé au petit déjeuner. C'est franchement flippant, mais dans le genre flippant où tu te surprends à dire « ta gueule et prends mon argent ». Passez de côté avec moi, parce que le manque de respect envers la fabrication américaine continue. La Silhouette, c'est un paquebot de luxe, plus de 17 pieds de long, donc un vrai yacht terrestre. Et pourtant, elle repose sur des jantes disques de 22 pouces, tellement futuristes qu'on dirait un concept car venu de 2050. Elles sont censées être aérodynamiques, ce qui est hilarant, parce que la voiture fait la taille d'un petit immeuble. Les poignées de porte, disparues. Tout est affleurant, et ça sort quand tu approches. Mais pas dans un truc cheap, pas dans un mécanisme clac-clac maladroit. Non, c'est silencieux. En fait, tout sur cette voiture est silencieux. C'est un ninja en smoking. Et là, je deviens jaloux. La peinture. Ce biton n'est pas un wrap, c'est une finition d'usine. La profondeur est délirante. Les ajustements sont au laser. J'ai cherché un mauvais alignement, vraiment. Je voulais trouver un panneau de travers pour faire ma blague habituelle sur le contrôle qualité. Mais je n'ai rien trouvé. C'est construit comme un coffre-fort. Et le vitrage, c'est du verre feuilleté acoustique partout. Tu fermes la porte et le monde extérieur s'efface. Tu pourrais être au milieu d'un chantier, tu n'entendrais même pas un marteau-piqueur. C'est inquiétant, tellement c'est isolant. À l'arrière, ça devient encore plus absurde. Le bandeau lumineux traverse toute la largeur et ce ne sont pas des LED. Ce sont des OLED, comme une télé haut de gamme. L'animation au déverrouillage est plus fluide que mes meilleures phrases de drague. Et notez aussi, pas de sortie d'échappement visible. Elles sont cachées, parce que même si elle a un moteur, elle ne veut pas que tu saches qu'elle a un moteur. Elle veut que tu penses que c'est de la magie. Elle nous gaslight, les amis. Elle nous fait croire que c'est un pur EV, et je marche à fond. Maintenant, on parle technique parce que les ingénieurs vont perdre la tête. Oui, c'est un PHEV, mais pas comme ceux qu'on connaît. Elle utilise une architecture 800 volts. Vous vous rendez compte à quel point c'est rare. C'est du niveau Porsche Taycan. Et ça change tout.
Elle peut charger de 20% à 80% en environ 12 minutes. Un hybride rechargeable qui recharge aussi vite, c'est presque du jamais vu. Tu t'arrêtes, tu branches, tu prends un café, et boum, tu repars avec encore 200 miles d'autonomie électrique dans la poche. Le débat, la recharge c'est trop long, vient de prendre une claque. Et les chiffres de puissance, c'est n'importe quoi. Un petit 1,5 turbo joue le rôle de générateur qui alimente 2 moteurs électriques pour sortir près de 660 chevaux. Et ce tank de 3 tonnes fait le 0 à 60 miles par heure en environ 4 secondes. 4 secondes, plus rapide qu'une Ford Mustang GT, dans un monospace de luxe avec un frigo à bord. Ça défie la physique. Tu écrases l'accélérateur et le nez ne se lève même pas. La suspension pneumatique s'écrase, la voiture se plaque et tu as l'impression qu'elle te téléporte. C'est violent, mais raffiné, comme si quelqu'un te mettait un crochet, avec des gants en velours. La sécurité ? D'habitude, je survole parce que c'est rarement sexy. Là, c'est carrément de la science-fiction. Entre les 30 capteurs et caméras, le châssis utilise la gigacasting. D'énormes pièces d'aluminium moulées d'un seul bloc pour une rigidité délirante, presque au niveau d'une supercar. Mais le plus fou, c'est qu'elle te surveille. Il y a des caméras à l'intérieur qui suivent tes yeux, la position de ta tête et même ton rythme cardiaque. Si tu t'endors, elle ne se contente pas de biper. Elle resserre la ceinture, elle balance de l'air froid au visage et elle diffuse une odeur de menthe poivrée pour te réveiller. Je n'invente rien. La voiture te gifle à l'aromathérapie. Et pourtant, oubliez la vitesse, oubliez les lasers, oubliez le fait qu'elle peut se conduire elle-même mieux que ton chauffeur Uber. Là, maintenant, préparez-vous mentalement. On va ouvrir la porte. Parce qu'à l'instant où tu t'assois, tu comprends que le jeu est truqué. Le tableau de bord n'est même plus un tableau de bord. C'est un cinéma IMAX, une immense muraille de pixels qui s'étend du conducteur jusqu'au côté passager. La résolution est si nette que ça me fatigue les yeux. C'est plus crisp que la réalité. Et ce n'est pas juste pour faire joli. Ça tourne avec le Snapdragon 8295, un truc qui est littéralement plus rapide que le PC gaming que j'ai à la maison. Tu glisses des applis, des cartes, des films d'un écran à l'autre d'un doigt, comme Tony Stark dans Iron Man. Zéro latence. Tu touches, ça répond. Ça fait paraître l'écran de ma Tesla comme un distributeur bancaire de 2004. Et il y a l'affichage tête haute en réalité augmentée. Pas un petit compteur qui flotte dans le pare-brise. Non. Il projette l'équivalent d'un écran virtuel de 75 pouces sur la route. Il surligne les lignes de voie en vert. Il met des flèches sur les voitures que tu suis. Et quand tu navigues, il dessine des énormes flèches bleues directement sur l'asphalte. Tu as l'impression d'être dans un jeu vidéo. Sauf que si tu te rates, tu ne respawns pas. Mais tu ne te rates pas, parce que la voiture voit tout. Et là, on attaque les matériaux. Parce qu'à ce moment précis, je suis offensé au nom des marques de luxe américaines et européennes. Je touche tout. La planche de bord, les portes, les rangements, même sous la console centrale. Et je ne trouve pas un seul plastique dur. Pas un. Le ciel de toit. Suédine microfibre, comme une veste à 5000 $. Le bois. Du vrai noyer à pores ouverts. Tu sens le grain. Tu sens que c'est un arbre, pas un autocollant. Les inserts alu, du métal réel, froid au toucher. Et les commandes cristal. Mon Dieu. Le sélecteur et la molette de volume ressemblent à quelque chose volé dans une boutique Swarovski. Au soleil, ça renvoie des petits arcs-en-ciel sur la console. Et l'odeur, ça sent l'argent. Ça sent le PDG qui vient de signer une fusion. Les sièges, ne les appelez pas sièges. C'est insultant. Ce sont des trônes. Cuir nappa, tellement doux que j'ai peur de l'abîmer en m'asseyant. Chauffant, évidemment. Ventilé, évidemment. Et le massage, ce n'est pas un petit vibreur ridicule comme dans certains SUV, où tu as l'impression d'avoir ton téléphone qui tremble dans ta poche. Non, là, il y a des phalanges. Ça appuie, ça travaille le bas du dos. J'ai lâché un gémissement en l'activant. C'est humiliant. Et regardez la console centrale. Ça, ce n'est pas un vide-poche, c'est un frigo. Et pas une glacière qui souffle un air vaguement frais. Un vrai frigo à compresseur qui descend à moins 6 degrés Celsius. Tu peux mettre de la glace, tu peux garder de la crème glacée. Imagine, embouteillage monstre un mardi, tout le monde souffre. Et toi, tu sors un dessert parfaitement gelé. C'est le flex ultime. Et si tu récupères à manger, tu peux inverser. Ça chauffe jusqu'à 50 degrés Celsius pour garder le take-out au chaud. Pourquoi on n'a pas ça ailleurs? Pourquoi je bois un truc tiède dans un pick-up à 80 000 $ alors que là-bas tu peux manger des glaces sur autoroute? C'est injuste.
Vraiment injuste. On passe à l'arrière, parce que c'est là que ça devient carrément une zone VIP. Configuration 6 places, avec 2 sièges capitaine au deuxième rang. Et honnêtement, ils sont plus confortables que les meubles de mon salon. Chaque siège a son écran tactile intégré dans l'accoudoir. Pas besoin de demander au conducteur de baisser la clim. Tu gères ta zone, ton volume, le toit panoramique, l'éclairage d'ambiance et l'éclairage, parlons-en. 128 couleurs qui réagissent au rythme de la musique. C'est une boîte de nuit ici. L'espace aux jambes est absurde. Je fais 1,88 m, je peux étendre complètement les jambes sans toucher le siège avant. Et ensuite, le mode zéro gravité. Tu appuies sur un bouton et les moteurs s'activent. Le dossier s'incline, le repose-jambe se lève et la position te place au bon angle, genou au niveau du cœur. La NASA dit que c'est la position la plus relaxante pour le corps humain. Je l'ai testé 5 minutes avant de filmer, j'ai failli m'endormir. Et l'isolation, c'est presque dérangeant. Le double vitrage est tellement épais que tu n'entends rien. Tu pourrais être coincé 3 heures sur une autoroute. Tu t'en ficherais. Tu serais là, en apesanteur, massage profond, dessert glacé, Netflix. Oui, Netflix au plafond. Levez la tête. Il y a un écran OLED de 15,6 pouces qui descend du toit. Grand, net et contrôlable par geste. Tu fais un mouvement de la main pour pause ou passer à l'épisode suivant, façon Jedi. Et le son. 28 haut-parleurs avec des haut-parleurs intégrés dans les appuis-têtes. Dolby Atmos. Les basses ne te tapent pas, elles te traversent. Tu n'écoutes pas un film, tu es dedans. Bon, et si jamais tu veux utiliser ça comme voiture de famille et pas juste comme spa roulant, parlons pratique. Le coffre avec la 3e rangée en place, c'est correct. Tu mets 2-3 valises cabine, mais tu rabats la 3e rangée, électrique évidemment, hors de question d'utiliser un levier manuel comme un paysan. Et là, tu as une grotte. Tu mets une poussette, les courses d'une semaine, un gros chien, potentiellement un vélo, et tu as encore de la place. Et le détail qui achève tout, une prise domestique dans le coffre, 2,2 kW. Tu peux brancher des appareils sérieux, machine à café, sèche-cheveux, projecteur. Et si ta maison perd le courant pendant une tempête, tu tires une rallonge et tu alimentes ton frigo et ta télé pendant des jours. Ce n'est pas juste une voiture, c'est un générateur de secours qui se trouve être aussi un hôtel de luxe. Et là, tu te poses forcément une question. Quand tu achètes une voiture européenne premium, tu payes quoi exactement? Parce que manifestement, ce n'est pas ça. Alors évidemment, tu te dis « Ok, ça doit coûter 200 000 $. Et c'est là que tu vas vouloir jeter ton téléphone. Le prix projeté quand ça arrive au Canada, après conversion, transport, tout le reste, ça commencerait autour de 55 000 $ US. 55 000 pour un engin de 660 chevaux, près de 900 miles d'autonomie, siège massage, frigo, conduite autonome, vaisseau spatial. Pendant ce temps, un Chevrolet Tahoe démarre à 60 000 avec des sièges en tissu et un tableau de bord en plastique. Un BMW X7, c'est 90 000 avant même d'avoir coché les options. Là, on est au prix d'un Honda Pilot bien équipé. Ça ne devrait pas être possible, on dirait un cheat code. Et si cette voiture était vendue aux États-Unis aujourd'hui, sans tarif, la plupart des fabricants de gros SUV de luxe déposeraient le bilan avant mardi. C'est aussi violent que ça, parce que pendant qu'on payait des badges, l'héritage, le storytelling du German Engineering, Voya construisait ça, une voiture qui règle des problèmes qu'on n'avait même pas encore formulés. L'angoisse d'autonomie disparaît. 230 miles en électrique, l'ennui disparaît. Écran plafond, système audio démentiel. L'inconfort disparaît. Zéro gravité, massage, isolation totale. C'est littéralement un « tout ce que tu fais, je le fais mieux » sur roue. Alors voilà la vraie question. La question à 55 000 $. Si tu avais le choix, là, maintenant, tu l'achèterais? Tu lâcherais les clés de ton Explorer, de ta Tesla Model Y ou de ton BMW X5 pour tenter le Voya Taichon 9L? Ou tu restes sur les marques que tu connais? Dis-moi en commentaire, parce que je veux vraiment savoir si je suis le seul à être prêt à tout échanger pour ce super SUV chinois. Et la semaine prochaine, on regarde une berline électrique chinoise qui apparemment nage. Oui, elle nage. J'ai besoin d'un verre. On se retrouve au prochain épisode.